Bonjour Youssef, merci de m'avoir accueilli ici dans la maison de repos où tu travailles. Bonjour Jody, merci à toi en tout cas de t'intéresser à notre projet. Et ça me fait plaisir de t'avoir en premier épisode d'ailleurs. Yes, quel honneur! Je t'avoue, c'est un honneur pour moi. Bon, on va directement enchaîner sur le vif du sujet. Donc tu es éducateur spécialisé en maison de repos. C'est bien ça. Depuis combien de temps tu fais ce métier ? Alors moi, ça fait maintenant 13 ans que je travaille ici en maison de repos et de soins. Il faut savoir que le métier d'éducateur, au départ, on n'est pas vraiment formé pour bosser dans ce secteur-là. C'est-à-dire on nous donne des acquis, mais c'est pas le secteur de prédilection, si je peux dire ça comme ça. Maintenant, ça fait 13 ans que j'y bosse, que j'y ai fait ma place. J'ai un peu fait le forcing pour que notre métier, en tout cas d'éducateur, ait sa spécificité. Et voilà, je pense que, en tout cas sur Bruxelles, sur la région bruxelloise, et puis même peut-être un peu en dehors, je pense que tout doucement, on entend plus parler de l'éducateur en maison de repos maintenant. Et puis, on a la chance d'avoir les normes IFIC, donc c'est des nouvelles normes de financement en maison de repos, qui favorisent l'engagement des éducateurs. Oui, parce qu'au début, tu me disais qu'en fait, c'était surtout les ergothérapeutes qui travaillaient en maison de repos Voilà, c'est ça. et pas spécialement les éducateurs. En fait, vous aviez pas la fiche de métier spécialement Non. différente, quoi. En fait, tout à fait. Dans le secteur des maisons de repos, c'est souvent des ergothérapeutes. Pourquoi ? Parce que déjà, il y avait des lois qui poussaient à l'engagement des ergothérapeutes. Moi, j'avais commencé en 2010. Et justement, en 2012, il y a eu cette loi qui est passée. Et donc, ils obligeaient toutes les maisons de repos à engager un ergothérapeute. Du coup, vu que la loi était là, on engageait plus un ergothérapeute. Parce qu'il faut savoir que les ergos, les éducs, on se côtoie. Et puis, on se côtoie dans d'autres secteurs. En dehors des maisons de repos, tu as aussi dans le milieu de l'handicap où tu peux croiser une ergothérapeute et un éducateur. Et donc là, tu avais cette loi qui bloquait les éducs. Et puis, tu avais aussi le financement. Un ergothérapeute, à l'époque, était financé à la hauteur de 60% de son salaire. Alors qu'un éduc, si mes souvenirs sont bons, c'était 20%. Et donc, il y avait ces deux éléments qui faisaient qu'on retrouvait beaucoup plus d'ergothérapeutes que d'éducateurs. Mais en dehors du papier, du savoir froid, en dehors du diplôme, tu as la personnalité de la personne. Je pense que travailler dans ce secteur-là, c'est un diplôme, certes, mais c'est aussi une personnalité, une façon d'être qui fait qu'on puisse dynamiser ce secteur-là. Et moi, en fait, j'ai été engagé juste avant cette loi de 2012 qui obligeait les maisons de repos à engager un ergothérapeute. Et donc, voilà, j'avais pu faire, entre guillemets, mes preuves après un an. Mais donc, les maisons de repos, t'as directement travaillé dans ce secteur-là ou avant, t'étais autre part ? Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait un stage de 3e année. En fait, je vais t'expliquer un peu mon parcours. Ouais, vas-y. En fait, j'ai commencé en première année, donc je me suis inscrit dans la section éducateur spécialisé. Et moi, pourquoi j'avais fait ce métier-là ? C'est parce que je voulais vraiment bosser en internat. Je voulais travailler dans un milieu communautaire avec des jeunes et essayer de les guider parce que moi-même, j'étais passé dans certaines institutions et du coup, je trouvais que les éducateurs avaient vraiment un poste assez intéressant sur le travail social à long terme et c'est un travail relationnel. Et je me suis dit plus tard, j'aimerais bien faire ce métier-là. Et donc, en première année, quand tu as 18 ans, 19 ans, que tu commences un bachelier, que tu veux travailler avec des jeunes qui ont plus ou moins ton âge et que tu vas dire je suis stagiaire, éducateur, ça va pas super bien. Donc du coup, à l'époque, beaucoup de lieux de stage ne m'acceptaient pas parce qu'ils me disaient que j'étais trop jeune, que j'avais pas de la bouteille, que j'avais pas assez d'expérience et donc qui préféraient prendre des 3e années. J'avais pas trouvé de stage et puis j'avais fait un stage en maison de repos. Mon psychopédagogue de l'époque m'avait dit écoute, si tu trouves pas d'endroit, cherche dans des endroits où personne veut faire son stage, dont le secteur des maisons de repos qui se trouve dans ce secteur-là. Donc j'y vais, je fais un stage et j'ai adoré. C'était une superbe expérience. C'est un milieu communautaire, tu te sens utile, tu sens que ce que tu fais, que tu apportes vraiment une réelle aide à la personne, que la personne dépend de toi et que tu peux vraiment, je vais pas dire changer la vie de la personne, mais apporter un vrai plus. Tu te sens utile en fait. Et donc j'ai adoré. Puis en 2e année, je passe ma première, je passe en 2e et là je fais un stage dans la jeunesse et j'ai vraiment pas aimé ce contact avec les ados et où il faut sans cesse recadrer, sans cesse être dans la confrontation. Je vais pas dire que c'est toujours, mais souvent, voilà, les jeunes ont besoin de repères et moi ça m'a épuisé. Et puis en 3e année, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas refaire en maison de repos ? Donc j'avais fait une dérogation et c'est passé. Et en fait, ce lieu de stage en 3e année, c'est le lieu où je travaille aujourd'hui. Donc c'est les Acacias qui s'appelait à l'époque Service Senior Room. J'avais fait 3 mois et demi de stage. Et quand j'avais terminé, ma directrice de l'époque m'avait dit, écoute, l'ergothérapeute va donner son préavis, va partir. Dès qu'elle part, je te prends. Donc à ce moment-là, quand j'ai été diplômé en septembre, j'avais trouvé directement en septembre dans une école. Parce que voilà, l'ergothérapeute n'était pas encore parti. Je me suis dit, il faut que je bosse aussi, j'ai envie de travailler. Donc après un mois de pratique, je me suis dit, ça me plaît pas du tout, je vais chercher ailleurs. Et bim, j'ai ma directrice qui m'appelle et qui me dit, voilà, elle part. Donc tu commences le 1er novembre. J'ai dit, ok, c'est top. Donc je dépose mon préavis. Je pars de l'autre côté, je viens ici. Et ça fait 13 ans que je suis ici. Waouh, 13 ans. Donc... Voilà, 13 ans. Donc on est en 2023 et j'ai commencé en 2010. Mais après autant d'années, moi je me demande, qu'est-ce qui te fait encore tenir ? Quelle est ta motivation dans les jours difficiles ? Enfin, comment tu fais pour venir chaque jour au boulot et te dire, après 13 ans, je viens
et ça me donne encore du peps, quoi. Bah écoute, franchement, c'est devenu une passion en fait. J'ai commencé un peu comme un ergo, donc je faisais des activités les après-midi, je faisais et tout ce que l'ergo ne voulait peut-être pas faire. Et puis après, au fur et à mesure, je me suis dit, mais attends Youssef, c'est quoi ta spécificité? Parce que t'es éducateur et tu fais le travail d'un animateur, mais aussi d'un ergothérapeute. Donc j'ai commencé à faire des recherches. J'ai été voir le livre de Philippe Gabéran, qui avait mis un petit paragraphe à l'époque sur le secteur des personnes âgées. J'avais lu le livre L'Humanitude, qui faisait passer l'humain, le vécu avant la pathologie, enfin prendre la personne, même si elle a des pathologies, même si elle a divers fonctionnements, en fait on prend la personne comme être humain, on continue à lui parler, même si elle dit n'importe quoi, on la respecte. C'est vraiment cette attitude de respecter l'humain avant tout, parce que souvent en maison de repos, les gens, c'est très rare qu'ils arrivent ici en criant youpi, je vais en maison de repos. C'est parce qu'il y a une pathologie qui choque, qui prend le dessus. Et du coup ils sont obligés de quitter leur domicile pour venir en maison de repos. Puis t'en as certains, t'as quand même une catégorie qui arrive qui sont encore en bonne santé, mais c'est parce qu'au niveau finance ça va pas, donc ils sont placés en maison de repos parce qu'à domicile ça va pas, ils doivent se faire à manger, ils mangent plus, et puis ils savent pas payer leur loyer, donc c'est pas évident. Mais donc si je reviens en arrière, quand j'ai commencé en tant qu'éduc, vraiment j'ai dû m'imposer au fur et à mesure. Et puis en 2015, donc ça faisait 5 ans de pratique, je me suis dit non, c'est pas possible. En fait, j'avais l'impression vraiment d'être dans le film Le Truman Show. Je sais pas si tu connais ce film. C'est un ancien film avec Jim Carrey, en fait, qui se retrouve dans une forme de vie qui a été construite pour lui, un peu comme dans une grande télé-réalité, qui a été créée pour un enfant qui est né dans une télé-réalité. Et donc toute sa vie est orchestrée par des producteurs. Et en fait, c'est une ville qui a été créée pour lui. Et lui, c'est le centre de l'émission, d'où le film Le Truman Show. Et en fait, ce gars-là, à un moment, quand il se réveille, il se rend compte que tout se répète tout le temps. Il a l'impression que tout n'est pas naturel. Et en fait, en maison de repos, c'est un peu comme ça, dans le sens où c'est un milieu communautaire et t'as tout qui se répète tout le temps. Donc, t'arrives dans la maison de repos, la petite dame de la 101, elle sait que t'arrives, elle reconnaît tes pas. Bonjour Youssef, bonjour madame. Tu continues, t'as le petit gars qui sort avec sa cigarette à la même heure. Bonjour Youssef. Tu vois, il y a une routine qui s'installe comme ça, qui se répète tout le temps. À la fin, je m'arrête, je dis, il va me dire bonjour Youssef. Bonjour Youssef. Et il va sortir et il fume une cigarette. Il sort et il fume une cigarette. Il y a la membre du personnel qui prend sa pause avec le résident. Et je regarde, elle prend sa pause avec le résident. En fait, c'est une routine qui est positive, parce qu'une routine, ça rassure, c'est des repères. Mais à côté de ça, je pense qu'une vie ne peut pas faire que de routine. Et donc, en 2015, je me suis dit non, il faut que je retrouve cette spécificité. Et donc, je me suis battu pour qu'on prenne le senior comme une personne qui peut encore apporter un plus à la société. Et je vais t'expliquer de quelle manière je m'y suis pris, dans le sens où j'ai commencé en 2015 par une web-série. Donc la web-série Papy Boom, elle est créée comment? Je voulais qu'on mette en avant des seniors à travers des projets sociaux où ils seraient acteurs et porteurs du projet. Et donc, moi, je voulais lancer un projet, mais c'était pas évident, et le directeur me mettait peut-être des bâtons dans les roues à l'époque en me disant non, ne fais pas ci, reste dans ta routine. Et en fait, j'ai eu une opportunité dans le sens où mon directeur, il vient chez moi, il me dit Youssef, écoute, la maison est à moitié vide. On a 105 places et on est à 55 résidents. Essaye, est-ce que tu pourrais pas créer des projets qui pourraient nous donner un peu de lumière? Comme toi, t'aimes bien le contact social, je pense qu'on va se tourner vers ce genre d'animation. Et j'ai dit, c'est génial. Et en fait, sans s'en rendre compte, il m'a ouvert une porte qui m'a permis de montrer cette spécificité de l'éducateur. Donc, de créer des projets avec des partenariats, de mettre le senior au centre du projet. Et donc, j'ai commencé par une vidéo à la base qui s'appelait Happy. À l'époque, il y avait la musique I'm Some Happy. Et donc, on avait sorti une vidéo qui a cartonné sur Internet. RTL Info, RTL TV est venu chez nous, il y a eu le journal de la capitale. Et on s'est dit, tiens, il y a quelque chose à mettre en place. Donc, je vois mon directeur et je retourne vers lui. Je lui dis, écoute, faudrait qu'on crée un projet. J'ai un projet à te proposer que j'ai monté avec les résidents. Et ce projet s'appelle Papy Boom. Donc, c'était une web-série où les seniors, en fait, créaient un court-métrage avec des jeunes ou une autre institution. Et à la fin de cette collaboration, on a une petite vidéo souvenir qui est un épisode de la web-série Papy Boom. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Papy Boom, quand c'est né en 2015, en fait, je m'étais rendu compte que les activités intergénérationnelles, c'était toujours la même chose, c'était des goûters, des jeux de société. Et en fait, t'avais l'impression que les jeunes, ils subissaient leur présence. C'est-à-dire qu'ils étaient pas là pour kiffer, pour le moment, qu'ils étaient pas là pour profiter, mais plutôt pour faire plaisir aux seniors. Et donc, quand on était là ensemble, les enfants, vous êtes contents? Ouais, on est contents, mais trop. Et tu sentais que non, en fait, ils s'amusaient pas vraiment. Et je me suis rendu compte, à travers les réseaux, que maintenant, voilà, il y a Instagram, Snapchat, TikTok, t'as tous les trucs. Et moi, je suis encore un vieux que sur Facebook. Je me suis dit, tiens, les jeunes sont super attachés à ce côté réseau. Et donc, étant donné que les maisons de repos sont des institutions un peu isolées et qui créent peu de liens avec le monde extérieur, ça peut être un moyen de créer le pont avec le monde extérieur. Et donc, d'où l'idée de créer cette web-série en invitant des jeunes à venir tourner un court-métrage avec les seniors. Et là, ça a directement se matcher. Si tu regardes les premiers épisodes, tout est sur notre chaîne YouTube Papy Boom, tu vois vraiment que ça a fait un buzz, quoi.
Donc on a fait 3 épisodes, et puis la maison de repos est passée de 55 résidents à 102 résidents. Donc en fait, les assistantes sociales des hôpitaux se sont dit, mais c'est qui ce dingue qui fait des vidéos sur Internet avec ses résidents et tout? On veut le voir. Donc j'étais devenu un peu la foire, l'objet, comment est-ce qu'on dit il y avait un terme spécifique, mais c'est pas grave. Bon, en gros, voilà, j'avais attiré l'attention, et puis voilà, il a arrêté de me donner les sous pour les activités en me disant ça coûte quand même un certain montant les courts-métrages. C'était 150 € le court-métrage, donc un budget, mais bon, le budget animation de l'époque était pas énorme. Et donc à ce moment-là, je me dis, tiens, qu'est-ce que je fais? Et alors je rencontre dans ma dernière collaboration Béa Diallo, qui était l'ancien échevin d'Ixelles, qui est devenu maintenant ministre en Guinée du sport et de la jeunesse. Et il m'a vu, il m'a dit, écoute, ton projet il est inédit, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu parler d'un projet comme ça. Pourquoi tu en ferais pas une ASBL? J'ai dit, tiens, c'est pas con ce qu'il me dit. Et donc je me renseigne sur les statuts, etc. Je regarde dans mon réseau. Et puis Papy Boom en 2016 est devenu une ASBL. Et donc j'ai commencé à recevoir des fonds. Et voilà. Et Papy Boom a évolué. Si je te fais un résumé, Papy Boom, c'est 79 épisodes, c'est 9 éditions des Olympiades, c'est une école des devoirs qu'on a créée dans la résidence Acacia, reconnue par l'ONE. Et c'est un centre de jour non conventionnel. Donc l'école de devoirs qui était à Acacia a été transférée là-bas. Donc les enfants vont aller faire leurs devoirs là-bas et les seniors sont rémunérés. Et alors à côté de ça, il y a le papotage, donc c'est 2 jours semaine, c'est le mercredi et le vendredi. Et là, c'est vraiment, il y a une machine à café, il y aura des boissons, du thé, et les seniors vont papoter comme dans un café. Et en fait, la particularité de cette maison Papy Boom, c'est qu'on va aider des seniors à retrouver un emploi pour certains, parce que maintenant, une personne qui est pensionnée a du mal à s'en sortir. Et du coup, il y a beaucoup de pensionnés qui recherchent des petits boulots. Tout est sur YouTube, Papy Boom avec 3 O, tu peux retrouver le passage sur RTL TV où on nous annonce et tout ça. Et puis Papy Boom, c'est pas que moi, c'est aussi une équipe. Donc Papy Boom, c'est un caméraman, un photographe, personne qui s'occupe du site, une ergothérapeute, voilà, je leur passe le bonjour au passage, et des bénévoles qui sont là avec nous. Donc on est vraiment devenu une team, et c'est vraiment chouette. Waouh, impressionnant du coup. Ouais, c'est ça, franchement. Et là, récemment, il y a eu les 10 années du roi qui a fêté ses 10 années de règne. Oui, ses 10 ans de règne. Encore une fois, je pense que ça revient vers moi. J'ai été considéré comme un Happy Belgium parce qu'il y avait le concert au cinquantenaire avec le feu d'artifice. En fait, pendant le concert, le roi était assis, il y avait les places royales, et j'étais juste derrière le roi. Donc j'assistais à tout l'événement et j'étais juste derrière. Et quel honneur, c'est quoi. Dingue. Moi, je me disais encore moi, voilà, je sais pas, bon, moi je m'amuse dans mon taf. Pour moi, c'est vraiment devenu un plaisir. Moi, tu sais, bosser dans ce secteur-là, et c'est lié à mon histoire de vie aussi, parce que je pense que l'éduc, avant d'être éduc, il était une personne. Et puis t'as ce que t'as vécu avant, donc je pense que c'est lié aussi à ça. C'est pour ça que, voilà, pour moi, c'est pas un boulot, c'est de l'amusement. Je te dis la vérité, c'est vraiment de l'amusement. Ça me donne une autre image du secteur, parce que c'est vrai que quand on pense personnes âgées, maison de repos, on se dit elles font que se reposer, voilà, ça va être calme, ça va être un peu mou. Et en fait, tu vois ça sous un tout autre angle, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, un angle différent. Et donc, je t'avais pas expliqué le rôle de l'éducateur, parce que ça, c'est, je pense, très important. Non, c'est vrai. Je vais en profiter. En fait, quand tu vois une personne arriver en maison de repos, la personne, généralement, elle arrive avec une pathologie. Dans une maison de repos, tu as une équipe pluridisciplinaire. Dans l'équipe pluridisciplinaire, par exemple, tu as l'infirmière. L'infirmier, il vient donner des médocs pour calmer les symptômes. L'aide-soignant, il passe aussi pour plus traiter la pathologie, pour accompagner le résident à faire ses toilettes, etc. Le kiné, il vient parce que la pathologie fait que la personne ne sait plus se mobiliser, ne sait plus se lever. Donc le kiné va venir travailler tous les jours sa mobilisation. L'ergothérapeute, c'est un thérapeute avant tout. Donc lui, il pose des actions, mais dans l'objectif de maintenir l'autonomie du résident et donc permettre à la personne de garder son autonomie au maximum, etc. C'est vrai qu'on refourque cet objectif aussi aux éducateurs. Mais pour moi, c'est pas l'objectif principal de l'éducateur. Le médecin coordinateur qui passe, il passe aussi pour l'aspect pathologique. Donc en fait, dans tous ces métiers que je te cite, quel métier s'intéresse à l'histoire de vie du résident? Quasi aucun, en fait. Subtilement, comme ça, sous des petites questions, et ça dépend de la personne. T'as une infirmière qui peut poser des questions et s'intéresser à ça, mais c'est pas dans leur fil conducteur du métier, si je peux dire ça comme ça. Nous, les éducs, ça doit être notre fil conducteur. Évidemment, on doit tenir en compte la pathologie parce qu'elle va avoir une influence sur sa façon d'être, sur sa façon de s'exprimer, mais on doit vraiment s'intéresser à l'histoire de vie. Qu'est-ce que cette personne a vécu avant d'arriver en maison de repos? L'éducateur va devenir un enquêteur et va commencer à se renseigner parce que c'est de ces infos-là qu'il va pouvoir mieux accompagner et mieux dynamiser la vie sociale du résident. Pour moi, c'est ça l'objectif principal. Et comment? En faisant des activités collectives, mais aussi en faisant des activités individuelles, des projets individuels, tout en tenant compte de son histoire de vie. Par exemple, pour un projet individuel, tu as une résidente qui arrive, tu t'intéresses à son histoire de vie et tu vois que c'est une ancienne pâtissière. Elle avait une boulangerie, puis voilà, elle adorait les pâtisseries. Elle arrive en maison de repos, paf, elle a une pathologie, un Alzheimer, début d'Alzheimer. Et donc, on traite, on donne des médocs, voilà, elle marche peut-être moins bien, donc on l'aide, etc. Mais toi, en tant qu'éduc, tu vas venir te dire, tiens, madame, c'est vrai que vous étiez une ancienne pâtissière? Oui, et j'adorais faire tel type de pâtisserie, des éclairs au chocolat. Je sais pas, je dis ça comme ça. Et donc, tu vas dire, tenez, est-ce que ça vous intéresse qu'on anime ensemble une activité de pâtisserie avec les autres résidents et que vous nous montrez votre savoir-faire?
mais avec plaisir. Et donc, on va la faire revivre. Et elle va commencer à te faire des activités. Par exemple, j'ai une ancienne prof de yoga qui me fait des séances aux autres résidents et je le fais avec elle. Et donc, c'est intéressant de t'intéresser à ce qu'ils font parce que tu redynamises, tu les valorises, de se sentir plus, voilà, de se sentir mieux. Et là, par exemple, je te parle d'un projet personnel. Donc, c'est vraiment un projet individuel. Quand c'est un projet collectif, par exemple, le projet Papy Boom, c'est clairement un projet collectif, communautaire. En fait, Papy Boom, si je te raconte le début des débuts quand j'en ai parlé aux résidents, c'était parce que j'avais un groupe de résidents qui était un ancien groupe d'alcooliques. Ils adoraient boire et c'était des gars qui adoraient faire les shows et s'amuser devant la TV, commenter tout ce qui se passait. C'était des showman. Et il y avait des résidentes aussi. Il y avait des hommes et des femmes. Et donc, moi, j'arrivais, ils adoraient faire les clowns, se faire remarquer et tout ça. Et je leur ai dit, est-ce que vous voulez pas qu'on fasse du théâtre? Puis il y en a un qui me disait, moi, j'aimerais bien devenir acteur. Ah bon? Et si on essayait ensemble de créer des épisodes Papy Boom, des courts-métrages? Oh, c'est mon rêve! Et la capitale qui est venue, c'est le premier média qui est arrivé ici, ils nous appelaient les Papy Boomers. Bon, certains m'ont dit, pourquoi t'as pas appelé ça les Mammy Boomers? Mais je devais choisir un sexe et puis voilà, j'ai pas réfléchi à ce moment-là. T'aurais changé aujourd'hui? En fait, j'aurais voulu mixer à mettre Mappy Boom ou un truc pour Papy, Mappy. Après, Map, ça peut prêter à confusion, donc je suis resté sur le Papy Boom. Je me suis dit, en plus, le papy, tu sais, les papys, je veux pas dire que les mamies sont plus strictes, mais les papys sont toujours un peu drôles, enfin, je sais pas. Je veux pas faire de. Je me suis dit, en fait, il y a l'événement Papy Boom, je sais pas si tu sais, c'est la génération, tu sais, juste après la guerre 40-45, l'État a poussé les couples et les gens à faire des enfants. Cette génération Baby Boom arrive en pension maintenant, d'où le Papy Boom. Et donc, c'est d'où cette idée. C'est comme ça que le Papy Boom est arrivé. Là, on est en plein dans le Papy Boom, et donc toutes les personnes qui sont nées après 40-45, ils sont tous en maison de repos. Et donc, c'est pour ça que t'as beaucoup de seniors. On dit qu'en 2030, on sera vraiment à l'apogée. Genre, t'auras énormément de seniors. Du baby boom. Du baby boom. Issu du baby boom. Voilà, issu du baby boom. Et toutes ces personnes qui sont nées sous cette stimulation, si je peux dire ça comme ça, de l'État en disant faites des enfants, ben voilà, ils arrivent tous en maison de repos. Ils sont là, c'est tous les des enfants. mamies et papy boom, voilà, c'est ça. Et donc, je continue avec l'explication de l'éducateur. Donc, c'est vraiment s'intéresser à l'histoire de vie. Et donc, par exemple, par rapport à cette histoire de série, on était parti avec les résidents et ils m'ont dit ouais, on est intéressés, tout ça. Et donc, dans le Happy, tu vois, le plus grand showman qui est maintenant décédé pendant le Covid, lui, c'était l'acteur principal. Et il adorait se mettre en avant et tout ça. Et c'était devenu une star dans le quartier. Tout le monde le reconnaissait quand il marchait. Oh, Jean-Jean! Parce qu'en fait, à Bruxelles, on est passé dans pas mal de médias. Et du coup, c'était la star du quartier. Il était content, il en parlait aux médias. Et puis le projet a pris vraiment une ascension pendant le Covid. Parce qu'en fait, tous les médias, tu sais, tous les secteurs étaient à l'arrêt. Et le secteur des maisons de repos et des hôpitaux ont continué à carburer, mais à une cadence encore beaucoup plus intense qu'avant le Covid. Et donc, les médias se sont dit, tiens, qu'est-ce qui se passe en maison de repos? Qui fait quelque chose de différent? Et donc, ils sont tous arrivés sur Papy Boom. Je crois que sur l'espace de 2 ans, j'ai eu 40 médias qui sont venus pour faire des reportages. C'était une période très arde, même pour moi, très intense. J'ai même eu Christophe de Boursus sur RTL TV qui fait des débats. Allez. Franchement, avec nous, il avait été super sympa. On a eu Belgium Great Again sur RTL TV avec Sophie Pandeville. Donc, on est passé sur pas mal de chaînes et ça a valorisé les seniors. Et puis, le principal, c'était surtout que les seniors, ils se sentaient au centre du projet. Et puis, après, Papy Boom a évolué dans le sens où on a commencé à vouloir casser les codes en se disant, tiens, c'est pas parce qu'on enseigne en maison de repos qu'on peut pas faire certaines choses. Et donc, avec des seniors, on est par exemple parti le week-end passé en boîte de nuit. Je les ai emmenés. Donc, j'ai amené 11 résidents. Et on a été danser. On a d'abord été dans un petit resto pour manger à 6h, tu sais, parce que voilà, la boîte de nuit, c'est vers minuit, 11h30, minuit que ça commence. Et puis de là, on est parti en boîte de nuit au centre-ville qui nous a accueillis. Ils nous ont donné une place en VIP. On s'est installé, c'était génial. Les seniors se sont amusés. Il y avait plein de jeunes qui ont commencé à prendre les seniors et à danser avec eux et tout. On a même une senior qui est montée sur le podium et qui a dansé avec un jeune et tout. C'était trop marrant. Tout le monde qui applaudissait. Ouais. Chouette. Mais tu verras, toutes les photos sont sur Facebook et YouTube. Tu peux tout aller voir. Mais là, c'est la 3e fois que je le fais, la boîte de nuit. Parce que généralement, je fais des one-shots quand je fais des projets. Mais après, j'ai eu des médias qui m'ont appelé. J'ai Combini qui m'a appelé. Et donc, Combini nous a appelé, nous a suivis le week-end passé. Ils sont restés avec nous de 6h à 4h du matin. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait un vol en montgolfière. On a fait un vol en hélicoptère. J'ai fait du karting avec eux. On avait commandé des jacuzzis qu'on avait ramenés ici. Il y avait une société qui louait des jacuzzis. Donc, on avait fait une après-midi femme et une après-midi homme. Tu sais, les femmes voulaient pas se montrer. C'est compréhensible. Donc, j'avais fait ça. Qu'est-ce que j'avais fait? J'ai fait de la boxe thérapie avec les résidents. Je les ai emmenés faire de l'e-sport. Ils ont joué à Mario Kart. Trop chouette. Il y a un grand club ici, pas loin d'ici, à Tour et Taxi. Je sais pas si tu connais sur Bruxelles. Oui, je connais Tour et Taxi. C'est le plus grand bâtiment européen en bois, construit en bois. Et dedans, il y a un e-gaming qui a ouvert et qui fait l'initiation au jeu. Et donc, j'avais appelé l'organisateur, le créateur de ce projet-là. Et je lui ai dit, tiens, est-ce que des seniors, tu pourrais faire une petite initiation? Ouais, il n'y a aucun souci. Donc, il nous a accueillis. Et on a même fait de la VG, de la virtuelle. Oui, de la réalité virtuelle. Réalité virtuelle, ouais, voilà. Réalité virtuelle, de la RV, voilà, c'est ça. J'avais un résident qui a 94 ans qui s'était retrouvé dans un monde avec des dinosaures et qui commençait
commençait à bouger, tout ça, c'était marrant, mais tout. On est parti sur un Zodiac aux Pays-Bas, on est parti sur un bateau, on avait fait un court-métrage sur les pirates. Et t'as une idée pour la prochaine activité? Tu sais déjà ce que ce sera? Alors, je vais te la donner en avant-première, et il y aura normalement des médias. En fait, depuis début juillet, je suis devenu coordinateur du groupe. Donc, c'est-à-dire que maintenant, je suis à mi-temps à Acacia, donc la résidence où je travaille depuis 13 ans. Et à mi-temps, en fait, je tourne dans les autres maisons de repos du groupe pour dynamiser, pour trouver des projets, pour pousser les équipes à ne pas rester cantonnées dans leurs petites activités de la semaine, mais à se dire, bah tiens, il y a une association qui est juste à côté de chez moi, qui a des sous, qui peut faire des chouettes choses avec nous et avec qui on peut faire des chouettes choses. Il faut sortir de ces murs, défoncer ces murs et aller voir ce qui se passe en dehors de la maison de repos. Parce que les seniors, c'est quand même triste de rester toute leur vie dans une maison de repos. Et donc, dans cette optique-là, maintenant, je crée des activités interhome. Donc, j'essaie déjà de faire les Olympiades interhome, mais maintenant, j'en fais plus, mais je vais te donner un scoop. Parce que pour moi, je crois que je fais une histoire d'une vingtaine de projets de septembre à décembre, mais il y en a un pour moi qui est vraiment top, c'est un speed dating interhome. Un speed dating interhome. Déjà, un speed dating, c'est marrant. Mais quand c'est un speed dating qu'avec des personnes qui vivent en maison de repos, c'est encore beaucoup plus marrant, ça n'existe pas. Et en fait, j'ai réservé une salle, j'ai déjà une date, et donc en fait, t'as des seniors, donc sur les 6 maisons dont je suis coordinateur, on va prendre 25 femmes, 25 hommes. Les femmes vont s'installer, elles auront une table avec une petite rose, il y aura des boissons qui seront distribuées par des jeunes d'une école qui est juste en face, ils vont jouer les serveurs. Les femmes seront installées et les hommes vont passer de table en table. Et donc ça va être des petites discussions. L'objectif, c'est pas qu'ils trouvent leur amoureux, mais en fait, quand tu regardes en soi en tant qu'éduc, le speed dating, tu réunis des personnes dans le but de rompre l'isolement des seniors, dans le but de permettre de créer du lien, de créer du relationnel, du bon moment. Et puis, tu sais, ces personnes vont peut-être garder contact par après. Donc, c'est un travail quand même, un travail intéressant. Puis, tu as tout le côté événementiel où on va s'amuser. Ça sort de l'ordinaire, de leur routine habituelle. Et... Tout à fait. En fait, Papy Boom, maintenant, c'est vraiment casser les codes et permettre aux seniors de dire on est là, on est dans la société, c'est pas parce qu'on est en maison de repos qu'on ne peut plus rien faire et donc il y a moyen de faire plein de choses. Et les personnes âgées sont directement partantes? Enfin, comment tu fais pour les motiver? Elles sont motivées comme ça? Elles attendent que ça ou... En fait, ce qui se passe, c'est qu'à Acacia, à la résidence où je travaille ici, à la base, ils avaient un peu peur. Ils disaient, bah tiens, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va être chouette? Et en fait, quand il y a eu le premier passage d'RTL TV qui était venu sur cette vidéo, ils étaient tous chamboulés. Youssef, t'es passé sur RTL TV, Youssef, on parle d'Acacia. Ils étaient tous là, qu'est-ce qui se passe? J'imagine. Et donc, et après, je t'avoue, ils étaient tous partants. Et à un moment donné, je me retrouvais à devoir choisir des résidents parce qu'il y avait trop de résidents qui voulaient participer aux épisodes. Et donc, je pouvais pas prendre tout le monde sur le court-métrage. C'était compliqué parce que voilà, il y avait quand même une logistique. Et donc, à un moment, t'as déjà participé à 3 épisodes, tu me laisses ma place. Et ils se disputent entre eux pour participer. Et je t'assure, on arrive à ce niveau-là. Donc, mais voilà, c'est une dynamique qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place dans les autres résidences. Mais là, je le sens encore quand je vois d'autres résidences. Tu leur proposes une activité, mais je ne sais pas si elle est encore capable. En fait, le personnel et des fois la direction se bloque, se braque en se disant oh non, ils ont leur image préconçue du senior et quoi. Et genre, le senior ne peut pas faire autre chose qu'un bingo ou rester assis. Et mon coco, le senior, il avait une caisse, il roulait à du 200 à l'heure, il s'amusait, il a eu des gosses. Voilà, tu vois, c'est pas parce qu'il a les caractéristiques d'une personne âgée qu'il peut plus rien faire. Et donc, c'est cette idée que j'essaie de faire passer à travers Papy Boom. C'est permettre de s'amuser, de vivre encore des choses. Et donc, moi, je vois l'entrée en maison de repos, je la vois pas comme une fatalité, comme une finalité, mais plutôt comme un nouveau commencement. J'arrive en maison de repos, je vais vivre une nouvelle vie. Mais il faut que le personnel et l'équipe soient dans cette dynamique-là pour que le senior le ressente dans sa vie sociale. Ouais. Waouh. Ouais, voilà, j'ai beaucoup parlé. Non, mais franchement, c'était intéressant et innovateur, enfin innovant, et je trouve que ça devrait se faire beaucoup plus en fait. Je comprends pas pourquoi. C'est vrai, quand tu en parles comme ça, je suis en train de me dire, mais oui, pourquoi on les amollit encore plus dans les maisons de repos? Pourquoi on propose pas des activités qui sortent hors du commun? Après, je peux comprendre que parfois on a peur qu'ils se blessent ou des choses comme ça, mais ils attendent quasi la mort en fait. C'est ça, c'est surtout ça. En fait, on donne des médicaments, on essaie de traiter la pathologie, mais il faut penser à ce qu'ils ont vécu et donc à ce qu'ils pourraient vivre dans le futur. Et donc, c'est en se basant sur ce qu'ils ont vécu que tu peux mieux comprendre comment ils pourraient mieux s'amuser. Et donc, pour moi, le premier médicament, c'est l'activité, c'est la vie sociale. Imagine-toi, je te mets dans une chambre et je te laisse là pendant 2 ans. Tu vas péter un plomb, après 3 mois, tu vas vouloir te jeter par la fenêtre. C'est normal, il faut se mettre à leur place. Donc, ils ont besoin de cette vie sociale. Et malheureusement, les maisons de repos sont encore des lieux isolés. Mais la mentalité commence à changer tout doucement. En tout cas, dans certains groupes privés, on sent qu'on essaye de faire en sorte que la maison de repos soit un acteur de vie du quartier, dont le groupe où je travaille. Et puis, il y a un autre groupe aussi qui fait ça. Et voilà. Mais il y a encore des maisons de repos où ils sont cantonnés dans leur petite routine. Et voilà. Moi, je trouve que la routine tue quand même. Mais bon, à long terme... Du coup, je me pose une autre question avec tout ça. Qu'est-ce qui est indispensable à avoir selon toi en tant qu'éducateur qui travaille dans les maisons de repos, dans le secteur où tu travailles toi? Selon moi, c'est l'adaptation. Souvent, on doit s'adapter. On a des situations qui sont tout le temps différentes et on doit toujours s'adapter. Et c'est pour ça que je me dis, parce que je me rends compte avec ce poste de coordinateur, que
Quand j'arrive dans une résidence, j'essaye d'être un peu comme un ciment parce que tu repères les failles, tu vois où ça va pas. Et tu te dis, bah tiens, qu'est-ce que je peux faire pour que le bâtiment ne tombe pas? Et donc, tu essayes de t'ancrer dans le bâtiment pour que ça tienne et que ça puisse tourner et avoir une meilleure dynamique. D'où le ciment, symboliquement, où tu vois le bâtiment qui veut tomber. Et en fait, quand tu mets le ciment aux endroits où ça va pas trop, ça tient bien. Tu renforces l'équipe. Et de par ta spécificité, tu vas renforcer l'équipe. J'aime bien cette métaphore sur le métier, franchement. Ouais, je trouve que pour moi, c'est... Mais ça, je peux le faire par expérience. Mais s'il y a un jeune qui débute, il aura peut-être pas cette capacité-là. Mais en tout cas, aux jeunes, je lui dirais, écoute, essaye de te remettre en question, de toujours te dire, est-ce que j'ai bien agi de cette façon-là? Normalement, dans les écoles, c'est ce qu'on essaye de mettre comme graine dans la tête de chaque étudiant, c'est de se remettre en question tout le temps, tout le temps. Et en fait, quand tu vis un échec, dis-toi que c'est pas un échec, c'est un apprentissage qui va te permettre d'être encore plus fort. Et à force d'avoir des échecs, à un moment, tu en auras quasi plus. Mais c'est grâce aux échecs que tu arrives là. C'est vraiment, tu dois vivre des échecs. Parce que moi, si je t'explique le début de Papy Boom, quand j'ai commencé en 2015 et que j'ai commencé à chercher des collaborateurs pour faire des épisodes, franchement, sur les 10 premiers épisodes, j'avais peut-être un collaborateur qui bossait vraiment avec moi, dans le sens qui s'est vraiment investi dans le projet. Le reste, c'était des structures qui venaient avec leurs éducateurs, qui me balançaient les jeunes. Voilà, Youssef, tu fais tout, c'est bon, on est là, on est avec toi si t'as besoin de nous. Mais peu s'impliquaient. Et c'est ça le problème, c'est que par expérience, si tu veux tenir dans le secteur à long terme, il faut savoir choisir tes collaborateurs. Faut pas collaborer avec n'importe qui, parce que dans la collaboration, ça doit être du win-win. Si toi tu fais 90% du travail et que lui, il est là pour s'afficher avec toi, pour dire qu'il l'a fait avec toi alors que t'as fait 90% du travail, c'est pas juste. C'est pour ça qu'à l'école, vous avez ces travaux d'équipe où tu vois, il y en a toujours qui font plus de travail que d'autres. Dans le milieu de la collaboration, c'est comme ça. C'est juste que toi, tu auras l'étiquette d'une institution, tu auras toute une institution sur ton dos et l'autre aura une autre institution. Mais comment tu fais d'ailleurs? Parce que ça doit te prendre énormément de temps en fait, tout ce projet de Papy Boom, ton boulot, la coordination des centres. Enfin, comment tu fais pour faire un stop? Parce que c'est hyper important pour la santé mentale, etc. de pouvoir faire complètement un écart entre la vie privée et professionnelle. Est-ce que tu as une habitude, quelque chose que tu fais pour pouvoir te stopper et switcher un peu de monde, quoi? Ça, c'est vrai. En fait, c'est vrai que c'est le problème des personnes qui sont passionnées. C'est que comme ils aiment ce qu'ils font, ils calculent pas le nombre d'heures. Mais après, j'ai vite compris dans ma vie privée que je devais arrêter, sinon ça allait pas aller. Donc après, voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'arrive au boulot, je bosse vraiment, je carbure. C'est-à-dire que, voilà, je suis pas là m'installer pendant 1h30. Vraiment, je bosse à fond, je me donne à 200% et j'essaye d'avancer parce que justement, j'ai pas envie de sortir de mes heures de travail. Des fois, ça m'arrive de déborder, mais quand je déborde, j'essaye de récupérer. Mais il faut vraiment se donner. Moi, c'est ce que je me dis quand je suis au boulot. Comme j'aime ce que je fais, je le fais avec plaisir et je carbure, j'avance. Je me dis, voilà, il faut que j'accélère. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Par exemple, aujourd'hui, j'ai 2000 trucs à faire. Et puis après, quand je sors de l'institution, à ce moment-là, j'ai quand même un petit rituel. Je ne rentre pas direct chez moi. J'essaye de faire une petite promenade, de faire un petit tour où je prends ma voiture et je fais un détour avant d'arriver chez moi pour évacuer, respirer, écouter un peu de musique. Comme ça, quand tu rentres, t'arrives avec le sourire et tu arrives pas avec tout ce bagage, avec tout ce que t'as vécu dans l'institution. Moi, j'ai une grosse demi-heure où je me déconnecte puis j'arrive chez moi. Minimum. Je peux pas, parce que j'habite à 5 minutes d'ici, t'imagines, je sors avec ma tête trop remplie de trucs et j'arrive chez moi. Non. Il faut que je prenne le temps d'évacuer puis j'arrive. Voilà, tout va bien et on continue la deuxième partie de la journée. C'est vrai, quand on n'y pense pas, un petit détour, ça coûte rien au final et ça fait la différence. Enfin, Oui, moi je la vois. Au début, quand j'avais commencé, je finissais le boulot, je rentrais, mais j'étais pas bien, je me sentais étouffé parce qu'en fait, tu sais, dans un milieu communautaire avec beaucoup de personnes qui te demandent, qui te sollicitent tout le temps, ton cerveau, ouais, tu pètes un plomb en fait. Je sais pas si tu connais l'expérience de Maslow avec le chien et l'alarme. Ah oui, et qu'il enclenche l'alarme et à un moment, en fait, rien qu'avec... Il y a un truc où le chien réagit, voilà. Même si l'alarme... En fait, donc t'as l'alarme et t'as de la nourriture. Le chien, il salive, il mange. Il y a l'alarme et la nourriture. Le chien, dès qu'il voit l'alarme, il salive et puis il mange. Et puis à un moment, on enclenche juste l'alarme, mais on ne ramène pas de nourriture. En fait, le chien salive déjà parce qu'il est conditionné à avoir la nourriture juste après la lumière. Et en fait, quand tu travailles dans un milieu communautaire, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu as certaines pathologies, par exemple le Korsakoff, c'est des personnes qui sont complètement perdues au niveau spatio-temporel. Au niveau du temps, ils sont perdus. Donc ils savent jamais où ils sont. Puis ils font une fixette sur la cigarette ou l'alcool, ça dépend. Mais quand tu as un résident qui te regarde et qui te dit « T'as pas une cigarette ?» 1 heure après, il va chez toi, t'as pas une cigarette. 3 heures après, t'as pas une cigarette. En fait, quand tu le vois arriver, ça devient comme Comme le chien, ça t'énerve déjà en fait. En fait, ça te conditionne à déjà, dans ton cerveau, tu ramasses un coup psychique qui te dit, paf, il veut la cigarette. Alors qu'il a rien dit, mais c'est parce qu'il te le répète tout le temps. Et quand t'as 3-4 Korsakoff qui ont tous les mêmes demandes, faut évacuer ça, c'est pas évident. Et c'est pour ça que les personnes qui bossent en tant qu'éducateurs, après 5 années, c'est la moyenne
de temps que tu peux avoir dans le secteur. Tu parlais des à-coups que tu te prenais, notamment Korsakoff, etc. Moi, ça m'a fait penser au fait que t'es souvent face à la mort, je suppose. Ouais, c'est ça. Ça, c'était une de mes craintes. En fait, quand j'ai commencé en 2010, donc avec mon stage, ma plus grande crainte, c'était d'arriver dans une chambre, de venir chercher une résidente pour une activité, qu'elle bougeait plus, qu'elle était décédée. Et je me suis dit, si je le vis, comment je vais réagir? Le premier décès que j'avais vécu, on me l'avait dit, j'avais été voir le cadavre dans la chambre, ça m'avait fort touché. Mais le plus grand décès qui m'avait touché, c'était une résidente avec qui je m'étais vraiment attaché. C'était une résidente que j'adorais, qui avait une aphasie prononcée, qui avait des difficultés à s'exprimer, mais elle essayait de s'exprimer, puis elle se marrait parce qu'elle voyait qu'elle disait n'importe quoi, et moi je me marrais avec elle. C'était une dame que j'adorais. Madeleine, elle s'appelait, c'était une petite dame qui était géniale, qui avait 82 ans. Et le jour où elle est décédée, ça m'a vraiment touché, et je pense que, je me rappelle, pendant 2-3 jours, j'avais pas bien, je bossais plus comme avant en fait, ça m'avait chamboulé émotionnellement, et je me suis dit, tiens, c'est toujours cette remise en question, comme je dis, qu'est-ce qui a fait que je sois touché émotionnellement? Parce qu'on travaille avec de l'humain, donc il y a cette attache relationnelle qui se fait, mais comment je pourrais adopter ma posture à l'avenir pour plus que je revive ce genre de choses? Et donc j'ai compris que je donnais des fois trop émotionnellement, donc je devais essayer de garder cette distance professionnelle qui n'est pas évidente. Il y a John Bowlby qui a fait je ne sais pas combien de livres sur la distance professionnelle. Ah oui, je l'ai étudié en cours. Donc tu vois, et puis moi je me suis fait ma conclusion, et j'essaye de garder tout en étant sympathique, parce que le relationnel c'est de l'échange, tu vois, c'est un peu comme une vague d'énergie, tu donnes une vague, elle te redonne, et puis tu redonnes, puis tu prends ta distance, et puis elle revient, mais t'es pas revenu chez moi, oui, parce que attends, tiens, je te donne un peu, et puis tu vois, c'est un échange qui doit se faire de manière à pas être percuté, à pas être elle peut touché. changer, quoi. Voilà, c'est ça. Et tu dois le sentir, c'est quelque chose que tu ressens, le relationnel. C'est pour ça qu'on dit souvent que nous les éduques, on est beaucoup dans le ressenti, dans l'énergie, dans le regard. Je l'ai pas senti, on est beaucoup, parce qu'en fait c'est dans du relationnel, on devient un professionnel du relationnel, et donc on joue avec cette énergie, et il faut se protéger quand tu sens que t'as beaucoup trop donné, des fois il faut un petit peu reculer pour se préserver aussi. C'est une gestion en fait. Surtout quand c'est un CDI, que c'est du long terme, c'est quelque chose à travailler. Et c'est vrai que c'est pour ça que je suis arrivé après 13 années à me dire, tiens, on m'a proposé ce poste de coordinateur, et c'est vraiment chouette parce qu'en fait je me dis là, en fait j'ai plus cette attache, mais j'arrive quand même avec ma bonne humeur, je vois les résidents, je rigole avec eux, et je leur apporte des projets. Les surprendre dans des projets comme le speed dating quand je vais l'annoncer, quand je vais faire l'affiche, ils vont se marrer quand je vais mettre l'affiche sur internet, où tu vas voir la mamie avec la petite fleur et le gars qui est beau gosse, tu vois, on va faire un truc un peu marrant. Chouette. On va essayer de faire un truc marrant avec les résidents et tout ça. Et du coup, toi, avec ton métier, etc., est-ce que ça a changé ton regard sur le vieillissement aussi par rapport à toi? Est-ce que t'as peur de vieillir, etc.? Non, c'est vrai que quand je les voyais, au début, si je repense à mon stage de première année, c'est vrai que quand je voyais des personnes âgées, j'étais choqué parce que tu vois leurs caractéristiques, tu vois qu'ils savent plus très bien bouger. Et puis au fur et à mesure, t'as l'image de la vieillesse qui change. Tu te dis, tiens, en fait, c'est des personnes normales, quoi, tu vois. Elles vivent leur vie, elles ont leur pathologie, et tu pourrais te retrouver à leur place. Donc c'est devenu quelque chose de normal pour moi de voir des personnes vieillir, et ça me touche plus. Merci pour ce podcast, mais avant de terminer, j'aimerais bien te poser une dernière question. Si tu pouvais raconter une petite anecdote un peu marrante que t'as eue, je sais qu'il doit sûrement y en avoir des milliers, parce que les personnes âgées, souvent, on s'attend pas à ce qu'elles pourraient faire, ce qu'elles pourraient dire. Mais du coup, en fait, j'avais été faire une activité Airspace, je sais pas si tu connais... Ah oui. Airspace, donc c'est un vol en chute libre contrôlé avec une force. Dans un tube, là. Dans un tube, voilà. On avait été à Charleroi et je les ai emmenés là-bas. Donc ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'ils allaient diminuer la force du vent pour que ça soit pas trop fort parce qu'ils pouvaient se retrouver au bout du tube. Et juste avant de rentrer, tu vois, on est là, on est tous motivés et tout. Et puis le gars, il s'arrête tout d'un coup, je comprends pas. On est devant la porte et il se retourne vers moi. Il lève son masque et il me dit, merde, t'es résident des dentiers? Je dis, bah ouais. Il dit, ouais, mais il faut qu'il les retire parce que dans l'airspace, ça va partir dans la bouche d'aération, tu vois. Oh non! Et je me suis marré. Et du coup, on a fait marche arrière. Et j'ai dit au résident, bonjour, mes très chers seigneurs, j'ai quelque chose à vous dire. Qui a un dentier ici? Et tu vois, ils sont tous là en train de sourire. Bah, moi j'en ai un, moi aussi. Ben, bon, il va falloir le retirer parce que on va plus le retrouver. Parce que tu vois, il m'a dit, s'ils volent, ils vont ouvrir leur bouche. Ah, le dentier! Il va s'envoler, quoi. Il va disparaître dans les airs. Donc, du coup, c'était marrant. On a dû aller au bar. On a dû prendre des verres avec de l'eau. Les nominer, voilà. Enfin, je suppose mettre le nom on et a tout. Mis une petite étiquette avec les noms et donc il y avait une histoire de 5-6 dentiers qui étaient sur le bar. Ça devait être un gag, quoi. Ils ont fait des photos. Ils ont dit, voilà, quand les seniors viennent et tu vois. Bon, ils s'étaient marrés un petit peu. Même le personnel là-bas avait rigolé par rapport à ça parce qu'ils avaient jamais eu des seniors en maison de repos qui ont demandé à faire ce type d'activité. Et donc voilà, ça c'était une petite anecdote un peu marrante. Ah mais j'imagine trop après le gars, les dents de Jacques, s'il vous plaît, Jacques. Chez moi. Mais où sont mes dents? Je rentré avec mes dents, je ne les vois plus, je ne comprends plus. Et ceux qui ont l'Alzheimer, mince, j'ai oublié mes dents, j'ai oublié. Ouais,
c'est ça. Mais t'imagines, en plus, comme ils étaient filmés, parce qu'en fait, tu peux payer 25 € pour avoir des photos, et si tu rajoutes encore 25, t'as droit à des vidéos. Et donc, t'imagines, le gars, il regarde la caméra avec un beau sourire, et tu vois son dentier qui s'envole devant la caméra. Oh non. Ça a pu être un vidéo gag. Voilà. Heureusement que le gars, il y a pensé. C'est vrai, j'avais pas pensé aussi, parce qu'on était tellement concentrés sur l'activité, sur la force du vent et tout, que j'avais complètement oublié ce détail. Et il l'a rappelé au dernier moment. Je lui ai dit merci, parce qu'on aurait perdu 6 dentiers. Ça aurait coûté cher aux familles après. Voilà, allez, waouh, trop chouette. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour cet épisode. Avec plaisir, Jody. Merci d'avoir accepté. Ça va être chouette. Et alors, si je peux faire passer un mot aux auditeurs. Mais bien sûr. En tout cas, si notre projet vous intéresse, n'hésitez pas à checker notre site internet papyboom, donc papyb3om.be. Et alors, on a une page YouTube qui est très bien garnie. Et puis, on a notre page Facebook où là, il y a beaucoup plus d'actualités, beaucoup plus de choses. Toujours Papyboom avec 3 O. Avec 3 O pour les 3. J'allais justement te demander comment on peut te retrouver, comment voilà, les gens peuvent voir ce que tu fais. Voilà. Je pense qu'on va tous aller checker ça, même moi en rentrant chez moi ce soir. Et on se retrouve peut-être bientôt. En tout cas, on garde contact. On garde contact, avec plaisir. Bonne soirée. Rentre bien chez toi, du coup, avec ton petit détour. Voilà, mon petit détour d'une demi-heure, voilà. D'office, voilà, je le ferai. La vie continue. À bientôt. À bientôt, ciao. Merci.